Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission Panorama Info. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un invité qui nous vient d'une autre île, j'expliquerai tout à l'heure. Il s'agit de monsieur Richard Walton. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, Richard Walton nous vient de ce qu'on appelle les îles anglo-normandes en français, qui sont, comme leur nom l'indique, proches de la Normandie, mais qui ne font plus partie de la Normandie. Et plus exactement, Richard arrive de ce qu'on appelle en français Guernesey. Guernesey, qui est la deuxième plus grande île de l'archipel des îles anglo-normandes. Et quand je dis plus grande, en fait, elle ne fait que 63 km². À titre de comparaison, l'île d'Elbe en fait 224 et Capraille en fait 19. Donc c'est entre les deux. C'est 3 fois la taille de la commune de Bastia. Donc vous voyez que ce n'est pas très grand, mais il y a quand même 67 000 habitants. Guernsey fait partie du bailliage de Guernesey, qui est une dépendance de la couronne britannique, mais qui ne fait pas partie du Royaume-Uni. Ce bailliage comprend aussi les îles d'Aurigny, Sercq, Herne, Jettou, Brécou et d'autres petites îles. La capitale est Saint-Pierre-Port, St. Peter Port en anglais, et la capitale compte environ 18 000 habitants. L'île compte 10 paroisses, elle est divisée en paroisses. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit coutumier normand, donc le vieux droit coutumier normand, est toujours en vigueur à Guernsey. Alors, il y a un point commun entre Saint-Peter-Port et Bastia. Le point commun, c'est Victor Hugo. Comme vous le savez, chers auditeurs, Victor Hugo a passé 2 années, alors qu'il était un tout petit garçon, à Bastia, puisque son père, le général Hugo, était à Bastia. Et Victor Hugo avait un léger désaccord, plus tard bien sûr, avec Napoléon III, donc il a choisi de s'exiler et il a fini par arriver à Guernsey et il y est resté entre 1856 et 1870. Grâce au succès de ses contemplations, il a réussi à acheter une belle maison qu'il a baptisée Hauteville House. Et voilà ce qu'il dit, et je vais ensuite céder la parole à Richard, voilà ce qu'il dit de Guernsey dans la dédicace de son roman « Les travailleurs de la mer ». Je dédie ce livre au rocher d'hospitalité et de liberté, à ce coin de vieille terre normande où vit le noble petit peuple de la mer, à l'île de Guernesey, sévère et douce, mon asile actuel, mon tombeau probable. Alors là, il s'est complètement trompé parce qu'il est mort à Paris. Il a pu retourner en France après la chute de Napoléon III. Le bailliage de Guernesey est autonome. Le chef de l'État est le duc de Normandie. Connaissez-vous le duc de Normandie, chers auditeurs? Eh bien, c'est Charles III d'Angleterre, Charles III du Royaume-Uni, qui est aussi duc de Normandie. Donc ce bailliage, ainsi que celui de Jersey, bien sûr, c'est tout ce qui subsiste de l'ancien, très ancien duché de Normandie. Il n'y a plus que la partie insulaire qui est encore considérée comme le duché de Normandie. Et c'est un bailliage autonome et l'équivalent de ce qu'on appelle le chef de l'exécutif, président de l'exécutif en Corse, c'est le président du comité de la politique et des ressources. Son actuel titulaire est monsieur, c'est un homme? Oui, Lindsay de Somare. C'est une fille, très sympa. Ah, c'est une femme. Lindsay de Somare. Voilà ce que je voulais dire. Et puis je voulais aussi féliciter la compagnie aérienne Aurigny, qui est une petite compagnie des îles anglo-normandes, pour avoir pris l'initiative de faire un vol exceptionnel de Guernsey à Bastia. Et c'est comme ça que Richard a eu le plaisir de découvrir Bastia. Alors, Richard, est-ce que ce que j'ai dit au sujet de Guernesey est à peu près correct? Oui, c'est tout correct. C'est une île fantastique. Il y a beaucoup, on parle pas beaucoup français maintenant, mais les gens connaissent le français bien. Beaucoup de noms de famille sont français.
Moi, j'habite dans le rue de Saint-André, dans la paroisse de Saint-André, et on a des douzaines, c'est beaucoup de systèmes français là-bas. Et ce qui est amusant, de partout dans l'Angleterre, c'est le seul endroit où en ville, on peut encore trouver un pissoir français d'origine. Et c'est le seul endroit hors de la France, et ça existe, et ça en service encore. Une Vespasienne, vous voulez dire? Oui, oui. D'accord. C'est incroyable, ça. Tout le monde rigole, les visiteurs, quand ils le voient. Mais c'est une ville très sympa. Quand vous dites qu'on parle français, en fait, on parle le guernesiais, qui est aujourd'hui parlé par une toute petite minorité, et le guernesiais, c'est de l'ancien normand, tout simplement. Oui, mais moi, je ne pouvais pas comprendre un mot de ça. Mais voyons qu'on a beaucoup de gens là qui vont en vacances en France souvent, alors beaucoup du monde là parle français assez couramment. En fait, c'est la toponymie, comme dans beaucoup d'îles qui ont été françaises autrefois, ou comme on parlait de l'autre jour de Sainte-Lucie ensemble, Oui. La toponymie est française. Les gens ne parlent plus le français, mais c'est la toponymie qui est française. Oui. Alors, Richard est pas un chercheur d'or, un chercheur de trésors, plus exactement. Et c'est un plongeur professionnel. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'étais un ingénieur de travaux publics et pour ce travaux que j'ai fait, c'était excellent d'être plongeur. Alors, j'étais à l'époque plongeur à l'air seulement. J'ai jamais fait de plongée à l'hélium très profond, mais après mes années de travaux publics, qui est très mal payé en Angleterre, j'ai joint une grande société française à Marseille qui s'appelle COMEX, qui était les grands professionnels dans le plonge et profond commercial. Et j'étais le PDG de filiale en Angleterre et en Norvège pour 8 ou 9 ans. Et on a construit un grand business, mais je n'étais pas actionnaire. Alors, j'ai parti avec mon adjoint et nous avons, qui s'appelle Williams, et nous avons démarré notre propre société qui s'appelle Wharton Williams. Et c'est devenu une des plus grandes sociétés dans le business offshore. À l'époque, nous avons à peu près 1500 plongeurs et équipes offshore partout dans le monde, aux États-Unis, au Loin-Orient, au Proche-Orient, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais nous, on bouchait des plongeurs profonds qui pouvaient faire les travaux, ce qu'on appelle en saturation, quand on reste comprimé avec un mélange de l'oxygène et l'hélium pour 2-3 semaines à la fois, parce que à ce moment-là, le temps de décompression, c'est toujours le même, selon la profondeur. Mais nous avons toujours eu l'intérêt de trouver des anciennes épaves, les canons en bronze, les amphores, et j'ai actuellement assisté à récupérer des amphores sur les îles de la Vetsy il y a 49 ans. Et j'ai été donné une de ces amphores avec un petit étiquette, avec un seau, pour dire que j'avais le droit de l'avoir. Très bien. Qui est très bien. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, Richard est un aventurier. C'est un jeune homme, hein, j'ai oublié de préciser que c'est un jeune homme de 82 ans, Oui. mais il ne les fait pas, et c'est pas pour vous complimenter, je trouve que vous ne les faites pas. Il a parcouru le monde entier et il a participé à des aventures extraordinaires. Alors j'aimerais, vu que le temps nous est compté, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cette histoire fantastique d'or soviétique. Oui, ça c'est une histoire intéressante. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'après le temps que les Allemands ont attaqué la Russe, et Staline était en panique complètement et demandait à l'Angleterre et les États-Unis pour les matériels de guerre, des avions, des chars, de pétrole, de pour résister aux munitions. Et on a commencé un système de convoi parce que la plupart convoi maritime. Oui, convoi maritime. La plupart de ce matériel devenait des États-Unis. Alors c'est venu en convoi jusqu'à le côté ouest de l'Écosse où les convois étaient refaits.
Et ils étaient, l'Amérique n'était pas dans la guerre à cette époque-là, alors ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Alors c'était le Royal Navy qui a fait l'escorte pour les convois, qui était énormément dangereux. Ils ont dû passer au nord de la Norvège, dans la mer de Barents. Pourquoi dangereux? À cause, bien sûr, vous l'aurez compris, des sous-marins. Sous-marins allemands. Des sous-marins, premièrement, mais aussi les Allemands avaient pris des aéroports au nord de la Norvège, La Luftwaffe. et où ils peuvent attaquer les bateaux avec les bombes. Et ça, c'était encore pire. Et l'autre chose, c'est le temps. L'hiver, si vous tombez dans l'eau, vous êtes mort en 2-3 minutes du froid. Des mers glacées. C'est absolument horrible. Et si le vaisseau était coulé, la chance de suffit. La destination de ces convois, c'était Mourmansk. Mourmansk, exactement. Pour vous situer un petit peu, chers auditeurs, Mourmansk, c'est un port à l'extrême nord de la Russie. C'est sur la mer Blanche, je crois. Non, la mer de Barents. La mer de Barents. La mer de Barents. Alors, un de ces convois était en charge d'un croisière lourd qui s'appelait HMS Edinburgh, qui avait une équipe de 650 personnes. Et le problème, c'est que l'Amérique n'acceptait pas un chèque bancaire de Staline pour toutes ces livraisons. Et ils ont demandé d'être payés en espèces, en or. Alors, chaque convoi, ils ont envoyé de l'eau de Moscou jusqu'à Murmansk par le train. Et c'était mis sur le bateau principal de convoi, qui en ce cas-là, c'était l'Edinburgh. Et on avait appris par accident, par histoire, qu'il avait 5 tonnes et demie d'or rousse sur l'Edinburgh. Et quand elle a quitté le Murmansk pour rentrer avec les bateaux vides, pour aller retourner en Écosse, ils étaient attaqués par les bombes. Et alors ils sont allés très loin au nord de Murmansk pour être hors de la gamme du rayon d'action de l'aviation allemande. Et là-bas, ils ont été torpillés par un U-boat qui était caché sous la glace. Et c'était la faute totalement de l'admiral qui s'appelait Bonham Carter, l'amiral britannique, le gros amiral qui était au-dessus du capitaine. Et sa femme lui a donné un petit caméra Brownie pour prendre des photos. Un appareil photo. Et il a voulu prendre une photo de la glace. De la banquise. Il a dit au capitaine Fokker, c'est obvious, pourquoi on approche un peu pour voir la glace? Il dit non, c'est les U-boats qui se cachent en dessous. Et il a dit, c'est pas sérieux, nous avons 33 nœuds, ils vont jamais nous attraper. Ils ont allé près de la glace. Et puis il a pris ses photos quand même? Pas bon. Ils ont eu une communication de ASDIC qui disait que le sonar en sous-marine, alors le capitaine dit on doit aller ouest, maximum vitesse, et le Bonham Carter a dit oh non, mon Dieu, ce serait seulement un écho sur la glace. Et 2 minutes plus tard, ils étaient frappés par 2 torpilles, un qui a arraché l'arrière du bateau complètement avec les 2 hélices et les gouvernails complètement. Et l'autre a trouvé le bateau jusqu'avant la pièce où l'or était stocké. Et le capitaine a tenu à Bonham Carter et dit vous bâtard, vois que tu as fait mon bateau. Et il était le seul officier qui n'a pas reçu une médaille. Parce il avait parlé comme ça à l'amiral. Parce qu'il a parlé à l'amiral comme ça. Mais le bateau était énormément endommagé. Mais il avait encore 2 hélices supplémentaires plus avant. Alors ils ont mis beaucoup d'eau dans le bateau pour le mettre au niveau. Et c'était presque 4 mètres plus bas dans l'eau. Et ils essayaient de rentrer à Murmansk à 3-4 nœuds. Et puis ils étaient attaqués par 3 croisiers allemands. Et ils ont eu une grande bataille pendant que l'Edinburgh a coulé un grand
croisière allemand, avec les canons, avec tous les systèmes de direction qui ne marchaient plus, mais seulement à l'œil, ils ont tiré les canons et ils ont détruit ce bateau. Le croiseur allemand. L'allemand qui s'appelait le Hermann Sherman. Elle a coulé, mais après ça, ils ont réussi à le frapper avec une troisième torpille et le bateau était foutu et puis ils l'ont abandonné. Alors il a coulé à combien de mètres sous la mer? On ne savait pas à l'occasion, mais quand on l'a trouvé, c'est à 245 mètres de profondeur. Donc vous imaginez, chers auditeurs, le défi que cela représente d'essayer de récupérer l'or à 225 mètres de profondeur. Le problème, surtout, c'est que grâce à la façon que l'or a été assuré, 2 tiers par l'État russe, 1 tiers par Lloyds, qui est repayé par l'État britannique. Alors, les Britanniques avaient le droit à 1 tiers de l'or au fond et les Russes 2 tiers. Alors, on a dû avoir un contrat avec les deux pays pour le récupérer, qui était très compliqué. Je rappelle que c'était l'époque de l'Union soviétique. Oui, oui. C'était en 1981, c'est ça? On a fait les négociations en 80 et la récupération en 81. Et c'était très compliqué. Et c'était un contrat de, on s'appelle en anglais no cure, no pay. C'est-à-dire que si on ne trouve pas l'or, on ne reçoit rien. En d'autres mots, tous les frais sont à la charge de la compagnie qui fait la récupération, et la compagnie perd tout s'il n'arrive pas à récupérer l'or. Oui, mais alors heureusement, on a fait un groupe des autres sociétés pour travailler avec nous et tout le monde partage un peu les frais pour le faire plus facile. Et on est allé là avec un bateau de recherche avec un sondeur sous-marin et un de ces véhicules sous-marins avec un canon. On avait une des premières des États-Unis qui avait un canon en couleur en plus. Et on a fait beaucoup d'études où le bateau a coulé, qui était difficile, longue histoire, mais on a fait le plus possible. Et dans 1 heure, on a eu une grande trace sonore d'un épave sur le fond. Mais il y avait beaucoup d'épaves de guerre par là, on n'était pas sûr. On a descendu la caméra et le bateau était là, sur son côté au fond, intact, à part de le pont. À part du pont qui n'était pas là, mais tout le reste est là. Et on pouvait voir exactement que c'était le HMS Edinburgh, parce que ce bateau sur le HMS Belfast est encore mouillé par le tour de Londres à Londres comme un musée. Je l'ai vu. Et c'est le bateau sur. Oui, oui, je l'ai vu. On a visité en grand détail. Alors, on est rentré plus tard dans cet été avec des plongeurs. Et ça, c'était énormément compliqué. Jusqu'à ce moment-là, on avait travaillé en mer du Nord. L'industrie à peu près 150 mètres. Et 240, c'était très profond. Et en plus, l'eau au fond, la température était 0 degré. Alors, la difficulté de chauffer les plongeurs et les gaz, c'était énorme. Mais nous avons trouvé l'eau finalement et nous avons arrivé à récupérer 5 tonnes sur les 5 tonnes et demi. Et l'or, c'est lourd. C'est lourd, oui, c'était 26 livres. Le lingot. Le lingot, c'était 26 livres. C'est-à-dire à peu près 13 kg. Oui. Et à l'époque, un lingot vaut à peu près 100 000 livres sterling. Aujourd'hui, c'est plus que 500 000 livres sterling, la valeur de l'or. Et on a dû laisser le dernier demi-tonne parce que le tonne devenait mauvais et les plongeurs étaient fatigués, on craignait avoir un accident. Alors on est rentré avec les 5 tonnes. Et puis la guerre au Malvines, aux Falklands a démarré et tous les gens qui s'occupaient avec nous étaient occupés avec la guerre. Oui. Et on a dû attendre jusqu'à 86 où on est revenu et récupérer le dernier demi-tonne. Très bien.
Mais vous n'avez eu le droit à aucune reconnaissance de la part des autorités britanniques. Non, franchement, le gouvernement russe a été plus honnête avec nous que le gouvernement britannique. Parce qu'on avait un contrat pour, nous avons le droit de 45% de tout ce qu'on récupère et paye tous les frais qui étaient partagés par les armateurs du bateau, les plongeurs, les assureurs, tout le monde avait part de ça. Et quand le bateau était en route pour retourner, l'Angleterre a demandé qu'on paye une TVA de 15%. Une TVA de 5%. Que 15%. De 15%. Et c'était pas dans le contrat de tout. Et on a eu, heureusement, on a arrêté ça, mais c'était très difficile. Bon, c'est une aventure extraordinaire. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour rentrer dans tous les détails, mais je voudrais informer nos auditeurs que Richard a écrit le récit de cette aventure. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français, je pense. Non. Donc, on peut le trouver sur Internet. Bon, je ne veux pas faire de publicité, surtout que j'apprécie pas trop Amazon, mais je vais quand même le dire. On le trouve sur Amazon. Et le livre s'appelle The Salvage of the Century, le sauvetage du siècle. The HMS Edinburgh. C'était torpillé en Torpedo 1942. in 1942. Donc le HMS Édimbourg, torpillé en 1942, 280 km au nord de Mourmansk, avec 5,5 tonnes d'or soviétique à 245 mètres de fond, et donc récupéré en 1981. Alors le livre, c'est l'auteur, il est à côté de moi, et il a été, ça c'est l'éditeur, le PDG de société. c'est la compagnie dont tu nous as parlé tout à l'heure, Wharton Williams Limited, qui a publié le livre, qui est encore disponible en version électronique, en e-book, et en version papier, il en reste quelques-uns. Ouais. Voilà. Il faudra le traduire en français, hein, et le publier en français, je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si on a encore 5 minutes, me dit la régie. Donc, Richard, parmi toutes vos titres ou vos qualités, je sais que vous avez également été châtelain en Écosse. Est-ce que c'est avec l'or soviétique que vous avez pu acheter le château? On a toujours voulu, on habitait à Aberdeen à cette époque-là, parce que l'or était au large d'Aberdeen. Et Aberdeen, c'est un peu comme Vladivostok, c'est froid, c'est loin au nord, c'est pas très confortable. Mais il y avait à l'époque à peu près 150 châteaux dans les départements, la plupart en ruine maintenant. Et on avait des amis qui ont acheté une ruine et l'ont reconstruit. Et on voulait faire le même, et on a trouvé une qui s'appelait le château de Midmar. Et c'était du 15e siècle, mais c'est magnifique, ancien bâtiment. Mais ça a été vide pour 140 ans. Il n'avait pas de l'eau, il n'avait pas d'égout, il n'avait pas d'électricité, rien du tout. Alors, on a réussi à l'acheter très bon marché parce que personne ne veut dépenser l'argent de ça. Et ma femme Jackie et moi, nous avons fait beaucoup de travail nous-mêmes pour éviter les énormes dépenses. Il a fallu 1 an avant qu'on peut rentrer dedans. Et puis 1 an de plus avant que tout le nouveau plâtre séché, qu'on peut le peindre et faire tout ça. Mais c'était un très bon château. On avait un chauffage central, une énorme cheminée. Et on était là pour 30 ans. C'est agréable d'être châtelain? Oui, absolument. Mais vous avez dû le vendre. Je suis encore un baron écossais parce que c'était un château qui avait la position de baron, qui allait avec le terme. Donc vous avez le titre de baron? Oui, oui. Ah, très bien. Le baron of Midmar. Oui. Et finalement, vous avez préféré aller dans le Midi, c'est-à-dire les îles anglo-normandes, Guernsey. Quand j'ai travaillé pour Comex, j'ai toujours voulu avoir un château dans le midi de la France, dans le sud. Et j'étais toujours triste qu'ils ont trouvé le pétrole en mer du Nord, pas au large de Marseille. Mais c'est la vie. On devait habiter en Aberdeen, mais avoir un château comme ça, c'est le mieux, c'est fantastique.
Bien, comme vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous pourrions parler des heures avec Richard. C'est un très bon conteur et il a vécu tellement d'aventures de par le monde. Malheureusement, nous sommes limités par le temps. J'encourage les auditeurs qui connaissent l'anglais de faire l'acquisition de son livre. Je suis sûr que c'est un ouvrage passionnant. Merci beaucoup, Richard. Je vous laisse peut-être la conclusion, si vous voulez saluer nos auditeurs d'ici. Oui, on vous remercie aussi pour l'invitation pour venir ici. C'est très intéressant. Une très, très belle studio. Non, le bâtiment, le couvent. Oui, un très bel bâtiment dans une très belle ville. C'est la première fois que je suis au nord de la Corse. J'ai été au sud il y a 49 ans. Mais maintenant au nord, c'est très joli, très intéressant et beaucoup plus chaud que Guernsey. Merci Richard. Et chers amis auditeurs et auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà. Okay.